More rewards, more savings. With American Express Business Gold, earn up to $395 back in annual statement credits on eligible purchases at select shipping, food delivery, and retail subscription merchants, including the $155 Walmart Plus monthly membership credit and $240 flexible business credit. Enjoy the benefits of membership with the Amex Business Gold Card. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold Card. Built for business by American Express. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes avec un voyage du côté des montagnes et plus précisément du côté de Chamonix. Imagine-toi un soir de fin d'été, les montagnes sont encore baignées de lumière et tu as la musique de Vangelis qui s'apprête à retentir. Autour de toi, des centaines de coureurs sont venus du monde entier, le regard tourné vers les sommets. Et au milieu d'eux, Vincent Charbonnier, un coureur amateur, papa de 2 enfants, passionné de trail, qui est également membre de la communauté du podcast, à savoir les Patreons. À 40 ans, Vincent s'est offert un beau cadeau, un petit peu particulier, l'UTMB, la course mythique autour du Mont Blanc. Pas pour la gloire, pas pour le chrono, mais pour vivre une aventure humaine, cette expérience du dépassement, une parenthèse de vie partagée avec sa famille. Dans cet épisode, Vincent revient sur son parcours, ses années d'apprentissage, sa préparation, vous allez la voir, millimétrée, mais aussi les doutes, les sacrifices et tout ce qu'il a dû mettre en place pour se préparer de la meilleure des façons pour ce rendez-vous estival. Soyez les bienvenus donc dans cette immersion au cœur d'un des plus grands rendez-vous de la planète trail à travers les yeux de Vincent, un coureur amateur. L'UTMB du rêve à la réalité avec le parcours de Vincent Charbonnier, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute et surtout pour lequel je remercie Vincent de m'avoir accordé son témoignage. Bonsoir Vincent, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes. Alors, on se connaît un petit peu puisque tu fais partie des Patreons du podcast, cette communauté qui grandit autour de ce média. Et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques semaines, tu as réalisé une course, une grande course, un ultra du côté de Chamonix. C'est le sujet de cet épisode, mais tout d'abord, je vais te laisser te présenter afin que les auditeurs sachent qui tu es et d'où tu viens. Bonjour Seb, très content d'être sur le podcast À côté de mes pompes, après l'avoir écouté de nombreuses fois sur des grandes sorties d'entraînement. C'est un honneur et un plaisir du coup d'être ton invité, donc je te remercie. Pour me présenter, je m'appelle Vincent, j'ai eu 40 ans il y a quelques jours. Je suis papa de 2 enfants, Arthur et Élise, et marié à Noémie depuis quelques années. Donc voilà, j'habite dans le centre de la France, en Auvergne, dans une très belle région que je vous invite à découvrir d'ailleurs pour s'entraîner en course à pied. Est-ce que cette UTMB, c'était un défi pour tes 40 ans justement ? C'était pas pensé à la base et ça l'est devenu au final avec le tirage au sort positif, mais j'avais prévu il y a 2-3 ans de peut-être de le faire dans un futur proche et puis là mes points allaient être périmés donc du coup j'ai tenté le tirage au sort cette année et j'ai été pris du premier coup donc c'était un peu de chance quand même et je l'ai fait avec plaisir et surtout pour les 40 ans du coup c'est un souvenir que j'aurai toute ma vie quoi. Alors si on remonte un petit peu en arrière, Vincent, est-ce que tu as toujours pratiqué la course à pied ? Est-ce que c'est ce sport qui te berce depuis de très nombreuses années, depuis ton enfance, ou est-ce que tu as réalisé d'autres activités sportives un petit peu plus jeune ? En fait, la course à pied, non, c'est pas du tout mon premier sport. J'ai eu beaucoup de sports quand j'étais plus jeune. J'ai attaqué par le BMX pendant pas mal d'années, entre 5 ans et 12-13 ans. Ensuite, un peu de tennis, un peu de foot et plusieurs activités outdoor, on va dire. Et ensuite, j'ai eu une petite carrière en moto. En fait, j'étais pilote d'enduro et de motocross à haut niveau pendant une dizaine d'années. Donc, c'est là que j'ai commencé un peu à pratiquer la course à pied pour m'entraîner dans le cadre de ce sport. Donc course à pied, un peu de VTT, mais vraiment pas régulièrement, 1 ou 2 footings par semaine, mais pendant une dizaine d'années, quoi. C'est comme ça que je me suis mis un petit peu à courir et ça a pris le relais vraiment dans les années il y a une dizaine d'années, quoi, en 2015, grâce à un collègue de travail. Là, une fois que j'ai arrêté la moto, il m'a poussé un petit peu
à me remettre un peu plus au sport. Et on allait courir tous les midis ensemble. Et c'est grâce à Tanguy, justement, que je me suis mis à courir et à perdre un peu de poids, à avoir une meilleure condition physique. Et après, c'est devenu vraiment une passion, quoi. Très rapidement, tu t'es orienté vers le côté trail. Habitant en Auvergne, tu as un terrain de jeu qui est presque à la porte de la maison. Bah, c'est vrai que j'habite à 100 mètres d'un chemin, donc c'est vraiment pratique. Mais après, c'est du trail, on va dire plutôt de la course nature. C'est des chemins très faciles dans les volcans, donc c'était voilà, de footing en endurance, 1 heure, dans des chemins assez accessibles. Et ensuite, je courais souvent le midi autour de mon travail, donc là, c'était plutôt dans le centre-ville de Clermont. Et fallait faire quand même pas mal de kilomètres de goudron pour retrouver des chemins, donc plutôt plutôt une discipline mixte, un peu de trail le week-end, course sur route le midi. Et au final, au niveau des premières étapes, les premiers trails, c'était surtout des 10-15 kilomètres et des petits 10 kilomètres qu'il y avait autour de la maison, quoi. Cette pratique un petit peu extérieure et nature, hein, comme tu l'as dit, autour de la maison, est-ce que ça peut rejoindre un petit peu ce côté enduro avec la moto que tu as pratiqué? Alors, toute proportion gardée, parce que tu avais peut-être un petit peu moins le temps en moto de regarder les paysages, mais est-ce que ça se rapproche? Est-ce que tu vois des parallèles entre ces deux disciplines? Ah oui, bien sûr, ouais. Déjà, moi, ce que j'aime, c'est être dehors, donc que ça soit en vélo, avant en moto, en course à pied, en allant aux champignons. Enfin, le but, c'est de passer du temps dehors et de voir des beaux paysages. Donc, j'ai retrouvé ça avec le trail. Et ça a permis aussi de découvrir des nouveaux chemins. Parce qu'au final, je connaissais bien autour de chez moi, mais par exemple, ne serait-ce qu'à 20-30 kilomètres, il y a les puits de Sancy, le Mont d'Or, tout ça. Et ça m'a permis de découvrir des chemins où j'étais jamais allé, ni en randonnée, ni en vélo. Donc, et aussi pendant les vacances. Du coup, la course à pied me permet ça. Chaque nouvelle vacance, nouveau, que ce soit dans le sud, au bord de la mer ou autre, il y a des chemins un peu partout. Et ça nous permet de découvrir autre chose. Et vraiment, c'est un plaisir, quoi. Comment tu as construit ta progression naissante il y a quelques années jusqu'à cette UTMB en 2025? Est-ce que tu as été progressif, raisonnable? Est-ce que tu imaginais, il y a quelques années, hein, quand tu regardes aujourd'hui dans le rétro, pouvoir passer la ligne d'arrivée du côté de Chamonix? Ouais, je connaissais même pas cette course-là à la base, hein, quand j'ai attaqué. Donc c'était surtout pour se mettre en forme. Donc après, j'avais pas vraiment d'idée de plan d'entraînement ou autre. Et puis il y a une quinzaine d'années, c'était pas comme maintenant avec tous les podcasts qui nous permettent quand même de nous renseigner, tous les magazines, les réseaux sociaux, tout ça. À l'époque, on courait pour courir et c'est vrai que c'était pas. Moi, je me suis jamais trop blessé, mais avec du recul, par exemple, je courais vraiment au seuil tous les footings. Enfin, tu vois, les erreurs débutants. Donc c'était 1 heure à 170 pulsations. Le lendemain, des courbatures horribles. Donc du coup, repos le lendemain, on reprenait après pareil. Et le but, c'était d'améliorer son chrono sur le même tour. Enfin, tu vois, les erreurs débutants. Et puis après, à force, après d'avoir de la lecture, des ouvrages qui commencent à sortir. Et puis après, dans les années 2019, 2020, les premiers podcasts, tout ça, ça a permis quand même de bien se renseigner sur l'entraînement et là de mettre en place des choses un peu plus carrées, quoi. Est-ce que ça passe par l'intégration d'un groupe d'entraînement, d'un club, d'un entraîneur auquel tu aurais pu faire appel, ou est-ce que tu fonctionnes plutôt en solo avec une pratique qui va correspondre à tes envies et à la sensation? Ouais, non, j'étais plutôt solo juste à la période Covid. Et après, je me suis rapproché d'une association d'un groupe de copains. Donc, on s'entraîne ensemble les mercredis soirs. On a un coach qui nous donne les bases en fait des courses que la plupart vont préparer. Et surtout l'hiver, après, il nous donne quand même pas mal de conseils sur la préparation hivernale, tout ça. Mais c'est pas personnalisé. C'est en gros pour développer un petit peu sa vitesse, voilà, s'améliorer. Donc, mais j'ai jamais eu vraiment de coach en particulier. En fait, je fais à ma petite sauce, quoi, de ce que j'ai appris, ce que notre coach de l'association, William, nous donne comme conseil. Et puis après, on adapte ça, quoi, en fonction du temps aussi qu'on a, des blessures, des objectifs, tout ça, quoi. Et à partir de quel moment, Vincent, tu as eu cette envie d'aller te frotter à ces courses de l'UTMB? Peut-être pas l'UTMB, parce que tu l'as dit, il faut des points, il faut également un tirage au sort.
et c'est un sésame, un Graal qui n'est peut-être pas atteignable si facilement que cela. J'ai commencé à m'y intéresser, ouais, on va dire il y a 7-8 ans. Surtout, je crois que c'était 2017, la bagarre François Den et Kylian Jornet. J'avais suivi un petit peu ça. Puis tous les ans, ça tombait pendant les vacances du mois d'août. Donc généralement, on partait fin août, donc un peu plus de temps de libre pour suivre les actualités. Et je m'étais toujours dit, punaise, je suis jamais allé à Chamonix, ça a l'air super beau. Ça serait bien d'y aller soit pour découvrir en vacances, ou alors, quitte y aller en vacances, pourquoi pas courir une des courses. Donc après, ça on verra plus tard pour se qualifier, mais m'a toujours intéressé. Puis ça tombait toujours pendant les vacances, donc à chaque fois je suivais d'année en année. Et il y a 2 ans, 2-3 ans, un copain m'a dit, bah tiens, il y a une course à côté de chez nous, au Puy-en-Velay, ça donne des points pour l'UTMB. Mon pote avait déjà fait la CCC. Et il m'a dit, moi je vais y participer, si ça te dit, bah on s'inscrit, on sait jamais, ça nous fera des points. Et puis pourquoi pas. Donc je me suis dit, bon, bah je t'accompagne. On fait cette course, c'était au Puy-en-Velay, donc 130 km à peu près. Et donc bah, j'ai fini, j'ai eu des points. Mais je me suis pas inscrit tout de suite au tirage au sort. Fallait quand même réfléchir, parce que 130 km sans trop d'entraînement, je me suis dit, bon, là, il en restera 40 de plus, beaucoup plus de dénivelé, ça va être un sacré chantier. Donc j'ai bien mis 2 ans à digérer ça, quoi. Et donc là, 2 ans après, tu as enfin osé braver le tirage au sort. Est-ce que tu t'inscrivais à ce tirage au sort sans vraiment de conviction, ou est-ce que tu espérais quand même bâtir ta saison avec ce point d'orgue et cette course du côté de Chamonix avec l'UTMB? Bah, à vrai dire, donc quand j'ai vu que mes points allaient se terminer là, cette année, c'était au mois de janvier qu'il fallait être tiré au sort, enfin s'inscrire. Donc c'est assez facile, hein, il suffit juste de cliquer, donner son nom. N'importe qui peut le faire une fois qu'on a les points. Et à la base, j'étais plutôt parti, rien à voir, marathon de Paris, hein. Donc marathon de Paris, mais j'ai pas été pris, plus de place. Donc j'ai dit bon mince, il me reste. Ah c'est vrai qu'il y a l'UTMB, ça me plaît bien, j'adore le trail. Et ça serait bête de pas essayer. Mon pote, toujours le même, me relance, mon pote Jules. Il me dit allez, on s'inscrit, on sait jamais, sur un coup de chance, voilà. Et donc moi j'ai été pris avec 4 points, ce qui est pas énorme. Mon collègue en avait plus, il a pas été pris, mais moi j'ai été pris du premier coup. Donc du coup j'ai dit bon bah là, c'est un signe du destin, bah, faut le faire, on va le faire comme il faut. On va bien s'entraîner. Je cours quand même régulièrement tous les jours depuis une dizaine d'années. Donc je me suis dit bon, j'ai à peu près 8 mois pour le préparer. Il y a pas de raison que ça le fasse pas. On y va quoi. Est-ce que tu t'estimes chanceux aujourd'hui parce que tu dis pas beaucoup de points, 4, une première tentative au tirage au sort et finalement tu es lauréat, tu as ton dossard et tu as la possibilité de t'aligner sur cette course. Comment tu l'as accueilli cette nouvelle quand tu as vu le mail débarquer sur ta boîte? Ah, c'est vrai que je pensais pas du tout être tiré au sort quand même, parce que j'ai pas mal de connaissances qui en avaient beaucoup plus, 8-9 points qui ont pas été pris. Et puis je regarde les mails, je dis ah, UTMB, tiens, punaise, je suis pris. Donc j'ai dit là 4 points, et là, vraiment, vraiment énorme, quoi. Là, j'étais bah, à un moment quand même un peu tendu, quoi, parce que je me suis dit, bon, maintenant, je peux pas faire machine arrière, quoi. Je suis pris, là, t'es obligé d'y aller, quoi. Donc, ça veut dire une année consacrée à ça, des gros entraînements, moins de temps pour la maison, la famille, tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait quand même si facilement que ça. Ça me faisait pas trop peur, finalement, la course, mais c'est plus la préparation qui me faisait un petit peu peur. Et tout le chemin qui allait être le tien Voilà. sur ces 8 mois. Quand tu l'as annoncé à ton épouse, cette bonne nouvelle pour toi, cette course du côté de Chamonix, comment elle l'a accueillie? Ah, non, je pense qu'elle l'a bien accueilli parce que franchement, elle avait un petit peu suivi aussi ces courses-là. Et elle a toujours aimé aller à Chamonix, enfin aller dans les Alpes. Et elle connaissait pas Chamonix, donc elle s'est dit bah tiens, ça va nous faire 2-3 jours de vacances, ça sera cool. Par contre, bah le deal c'était de faire quand même moins d'épreuves dans l'année. Les autres années, je faisais quand même pas mal de trail, souvent tous les week-ends, pas tous les week-ends, mais on va dire un ou deux par mois, ce qui était beaucoup. Donc cette année, le deal c'est d'en faire un peu moins, mais par contre bien se concentrer sur cette course, quelques courses de préparation, et voilà. Donc elle l'a plutôt bien pris, je le remercie. Et ils étaient là avec mes enfants justement pour me soutenir durant cette épreuve. Sur cette stratégie, cette préparation, tu dis c'est une année à consacrer vraiment à cette UTMB. Comment tu l'as organisé? Comment tu l'as découpé? Est-ce que ça a passé par un gros bloc foncier sur cette période hivernale? Est-ce que tu t'es préservé justement pour ne pas avoir à affronter quelconque blessure? C'est pas le tout de se préparer. Faut pas non plus arriver en étant avec des petits bobos à droite à gauche.
Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs quel a été ton cheminement, ton fonctionnement et ce qui a payé pour toi? Bah, ce que j'ai fait, comme donc avant d'être sélectionné, tous les hivers, généralement, je fais un peu de cross et un petit peu de course sur route pour développer la vitesse. Donc dès que j'ai su que j'allais être pris à l'UTMB, je me suis dit, bah, là, faut pas se blesser parce que l'année dernière, j'ai été blessé au genou, j'avais repris le dénivelé trop vite et j'ai eu mal au genou toute la saison l'année dernière. Donc là, ça venait d'être passé, donc je me suis dit vraiment, faut être progressif sur le dénivelé. Donc j'ai attaqué par des sorties, on va dire, trail vallonnées pendant un mois ou deux. Pas des gros dénivelés, quoi, 500, 400, 500 mètres, 10, 15 kilomètres. Voilà, assez régulièrement. Et puis j'ai augmenté le dénivelé et les sorties longues au fur et à mesure. Donc j'ai fait ça de janvier à, on va dire, janvier-avril. Avec, j'ai participé à deux courses de entre 30 et 40 kilomètres et environ, allez, 1002 de dénivelé, donc à peu près acceptable quand même. Et ensuite, donc là, j'ai vu que ça allait bien, pas de douleur, tout ça. Donc la forme commençait à bien monter. Et là, à partir du mois de mai, là où il commençait à faire beau en montagne, j'ai pris les sorties vraiment plus longues, plus de dénivelé tous les jours et c'est monté crescendo. À cela, après, j'ai ajouté week-end shock, course de préparation. Et ça m'a permis d'arriver en forme le jour J, quoi. Tu disais, Vincent, tout à l'heure, je cours tous les jours. Est-ce qu'il y a des journées où tu t'accordes du repos ou c'est vraiment 7 sur 7 sur le plan de la course à pied? Enfin non, non, pas tous les jours, ouais. Je disais, on va dire au moins 5 fois par semaine, j'essaye. Un peu moins quand il y a une grosse course le week-end. Et sinon, période classique où j'essaie d'y aller à peu près tous les midis. Et le week-end aussi, le soir ou tôt le matin, ça dépend de ce qu'on a prévu. Généralement, je laisse le lundi en repos. Et puis, mais après, faut gérer avec la fatigue, hein. Donc, si je suis fatigué pendant une semaine, des gros coups de fatigue, voilà, des petites sorties ou du vélo ou il y a d'autres sports aussi. Mais il faut que je reste actif, hein. Faut que tu restes actif, mais tu arrives quand même Ouais. à t'écouter pour ne pas passer la ligne rouge vers des bobos, des blessures qui peuvent être handicapantes et perturber une telle préparation. Bah après, la préparation ultra trail, c'est quand même plus doux. J'ai préparé des marathons les années précédentes. Là, on a quand même des sorties assez rapides, qui tapent, où on se fait des douleurs musculaires. Tandis que l'ultra trail, c'est quand même, surtout dans la période spécifique, à partir de trois mois avant la course, c'est vraiment des sorties plutôt longues, beaucoup de randonnées. Donc au final, c'est quand même vachement agréable. Même si on peut garder une petite séance de vitesse par-ci par-là, mais ça, je le faisais vraiment quand la forme était au top. Mais sinon, des sorties rando course, c'était quand même vraiment facile. Donc non, la préparation, c'est pas la plus contraignante que j'ai faite finalement, hein. Ça prend du temps, mais c'est sympa quoi. C'est sympa et c'est plutôt doux. En termes de sortie longue, tu peux pas reproduire un ultra comme celui-ci. Il faut quand même faire des blocs. Tu parlais de week-end shock, de longues sorties. Jusqu'à combien tu as pu mener tes sorties longues? Est-ce que tu as expérimenté également la course de nuit qui doit complètement changer les repères et avoir peut-être la fatigue qui vient également pointer le bout de son nez? Est-ce que ça a fait partie des axes de ton entraînement pendant cette préparation spécifique? Alors du coup, les week-end shocks, j'ai pas pu en faire beaucoup, mais on va dire que j'en ai fait un petit de 2 jours, de 30 au mois de mai-juin à peu près par là, on va dire une trentaine de 30-35 kilomètres par jour. Et ensuite, j'en ai fait un vrai début juillet, avec donc j'avais fait le vendredi soir une sortie un petit peu tempo. Le samedi, je m'étais tracé un beau parcours qui faisait le tour du Sancy dans les 60 kilomètres et entre 7 et 8 heures et un peu plus de 3000 de dénivelé. D'ailleurs, c'était un jour de canicule, donc en pleine journée, 35 degrés, c'était assez dur, mais c'était super beau. C'était dur de trouver de l'eau partout, mais une grosse sortie, donc agréable. Et le lendemain matin, j'avais fait le dimanche matin, un copain m'avait envoyé un message. Si tu veux venir courir, on part à 5 heures. 5 heures du matin, 5 allers-retours Puy-de-Dôme, donc on avait fait 2500 mètres de dénivelé, de 5 à 9. Et ensuite, j'ai refait une autre sortie le soir de 2 heures, je crois. Donc ça faisait un bon week-end. Je sais plus exactement en heures, hein, mais bon, je sais pas, je dirais dans les pas loin des 100 kilomètres, et elle est 15 heures à peu près. Tu vas plus compter en heures qu'en kilomètres. Le trail, on va Oui, plus voilà, parce que regarder par rapport à ce temps passé qu'au nombre de kilomètres sur la montre.
Voilà, en heure et aussi le dénivelé, quoi. C'est assez important quand même. Donc le dénivelé du TMB, c'est 10 000 mètres. Là, il me fallait 10 000 mètres, c'est dur à faire en Auvergne quand même. Donc je crois que je m'étais rapproché la plus grosse semaine dans les 7 000, ce qui était quand même pas mal en étant en préparation et en évitant la blessure. Donc ça, c'était mon plus gros week-end choc. Et ensuite, j'ai fait une course de préparation à l'Alpe d'Huez, l'Oisan Trail Tour, un superbe trail d'ailleurs. Si des auditeurs veulent faire un beau trail, pas beaucoup d'engagés, en pleine nature, abordable, c'était vraiment super. Donc là, le trail partait à minuit, donc ce qui permettait de simuler la nuit de l'UTMB. Et ça faisait à peu près 80, je sais plus exactement, 80-90 kilomètres. Et j'ai dû finir un peu avant midi, donc tu vois, allez, 11-12 heures de course. Et en gros, ça faisait la moitié de l'UTMB, donc c'était top pour la préparation. J'ai fait ça dans une semaine d'entraînement. Et ça s'est vraiment bien passé, quoi. Les conditions étaient top, la forme était plutôt bonne. Et j'ai dû faire neuvième, donc très bien content de ma place. Et ça m'a bien mis en confiance pour la fin de la préparation, quoi. Donc il te restait un peu plus d'un mois jusqu'à l'UTMB. Est-ce que ça a été un point de bascule où tu t'es dit, j'arrive là, sur cette nuit, à passer finalement ces kilomètres dans des conditions qui sont pas habituelles. On n'a pas l'habitude de courir de nuit et peut-être pas sur une aussi longue durée. Est-ce que tu en es sorti avec beaucoup de confiance ou est-ce que tu savais qu'il y avait encore un petit peu de préparation à mener derrière, mais globalement tu étais content de ce que tu avais accompli? Ouais, bien content, mais la nuit, vraiment, c'est pas un problème. Enfin, moi, c'était vraiment pas un problème pour moi la nuit. Je cours régulièrement la nuit l'hiver, ici, dans la neige, après le boulot ou autre, donc ça, c'est pas un souci. C'était plutôt le dénivelé, gérer les grandes descentes qu'il y a dans les Alpes, ce qu'on n'a pas ici. Qu'à l'Alpe d'Huez, on avait des descentes de plus de 1000 mètres de dénivelé, donc ça fait 3-4 fois d'affilée. Donc là, pour les muscles, c'est quand même assez éprouvant. Et donc les descentes se sont bien passées, et finalement, c'était plutôt les longues côtes où j'avais du mal. Donc j'ai essayé de bosser ça le mois et demi qui me restait, être un peu mis en côte, bien utiliser les bâtons. Et justement, on est parti en vacances une semaine à Annecy, donc c'était bien pour préparer ça, quoi. À côté du camping, on avait les chemins, voilà, directement en sortant. Donc là, j'ai pu courir pendant 10 jours, tous les matins très tôt, et déniveler, sans se blesser toujours. Et donc une fois que la semaine là de vacances est passée, je savais que il fallait juste aller relâcher jusqu'à la course, et c'était bon. Combien de temps tu as pris pour cet affûtage avec une réduction du volume? Et est-ce que tu avais cette angoisse de la blessure, du bobo, toi, ce qui peut un peu gripper la machine à quelques encablures finalement du départ? Bah, l'affûtage, en fait, la semaine après Annecy, j'ai fait une semaine vraiment où je me suis vraiment bien reposé. La semaine qui suit, j'avais refait un petit peu de volume, et en fait, la dernière semaine avant l'UTMB, j'ai quand même ressenti, et c'est vrai que quand on se repose, qu'on court quasiment plus, des douleurs dans tous les sens, tout se réveille, donc c'est vrai que c'est un peu angoissant, ça fait souvent ça. Donc j'ai fait quand même des petits footings, mais j'en ai refait un la veille de la course avec des amis, et là, tout allait bien, donc tout était rentré dans l'ordre. La forme était bonne, mais j'ai quand même continué à courir 3-4 fois par semaine, ouais, non, un peu plus. Allez, cinq fois la semaine avant, et 3 fois avant l'UTMB. On en parlait avec Bruno sur cette ritualisation de l'utilisation des bâtons, de la façon dont on va pouvoir attraper ses flasques, ouvrir ses ravitaux. Est-ce que ça passe par là pour toi aussi, d'avoir des répétitions grandeur nature de tout ce que tu vas utiliser sur la course, que ce soit les chaussures, que ce soit les bâtons, le sac et tout ce que tu dois emporter, parce qu'il y a aussi le kit, on va dire, du matériel obligatoire. Bah, j'avais tout anticipé, tout préparé dans l'été, mais en fait, j'aurais mieux fait de le faire un peu plus dans l'hiver, parce qu'on a eu des conditions vraiment hivernales. Je sais pas si tu as suivi un peu le début de la course, mais en fait, on est parti sous la pluie direct, enfin au bout de allez, 3 minutes. Donc il fallait enfiler le kawaii et tout ça, bon, par-dessus le sac, ce qui gênait un peu déjà pour boire et pour se nourrir, mais bon, ça, c'était pas un gros souci encore. Et après, plus on montait dans la montagne, plus il se rafraîchissait le temps. Et là, on a eu une grosse tempête de neige. Et donc là, j'ai mal géré mes gants, quoi. J'avais acheté une paire de gants étanches parce que c'était obligé dans le matériel obligatoire, mais vraiment pas assez chaud. Et donc c'est quelque chose que j'aurais dû plus bosser l'hiver chez moi, quoi. Pourtant, j'ai l'habitude de courir dans la neige, mais je prenais une autre paire de gants. Là, j'ai pas pris la même, et ça a été c'était un bon souci sur le début de course. Donc après, le fait d'utiliser les bâtons
Les bâtons avec des surgants, ouais, c'est vrai que c'était pas un peu compliqué. Le fait d'avoir le matériel obligatoire au fond du sac et quand il faut tout sortir en plein milieu de la nuit dans la montagne, là, ça c'est compliqué aussi parce qu'ils nous ont obligés à mettre le pantalon. On a eu une pleine tempête de neige et moi j'ai croisé un bénévole en fait quasiment au sommet de la montagne et il m'a dit il faut mettre le pantalon, sinon on pouvait pas repartir, c'est obligé. Donc là j'avais pas froid, mais le fait de sortir le sac, mettre le pantalon, enlever les chaussures, enlever les gants, là j'ai pris un onglet de malade. Gros coup de froid et au final, moi qui avais pas froid avant, là j'ai fait la descente complètement congelé, quoi. Donc c'est quelque chose, ouais, vraiment à bosser, quoi. On le dit, hein, dans tous les bouquins sur le trail, bien préparer son matériel, bien l'essayer à l'entraînement. Mais dans des conditions, c'est vrai que des fois, en pleine nuit, à 2500 mètres sous la neige, c'est pas tous les jours qu'on peut tester ça. Donc si ça m'arrive à nouveau, je saurais quoi faire. Et mon prochain investissement, ça serait une grosse paire de gants, ouais. Et au niveau de la frontale, pour courir de nuit, c'est pareil, il y a des frontales qui te permettent d'avoir une batterie ou est-ce que tu avais quand même quelque chose en secours pour apporter un petit peu plus de luminosité? Et ben, dans le matériel obligatoire, on est obligé d'avoir deux frontales avec deux batteries additionnelles pour une batterie pour chaque frontale. Donc en fait, j'ai une frontale très puissante Petzl avec une bonne batterie qui permet de faire toute la course et même les deux nuits tranquilles. Et après, par contre, j'avais une frontale de secours, vraiment la plus petite qui existe, avec deux piles CR2032, donc tu vois, hyper léger, qui est glissée au fond du sac. Vraiment, ça c'est juste en cas de contrôle. Mais elle peut permettre d'éclairer quand même si vraiment les deux tombent en panne. Mais c'est juste pour passer le matériel obligatoire, ça. Je voulais revenir, Vincent, sur les côtes. Tu disais, les descentes, c'est vraiment très impactant, les montées également. Est-ce que dans ta préparation, tu as introduit du renforcement musculaire pour compenser un petit peu ce travail à la fois ascensionnel et en descente? Alors, ouais, je suis pas trop un bon élève là-dessus. Le renforcement, je pense que je le fais plutôt naturellement dans les activités du quotidien. L'hiver, j'essaye de faire un peu de ski de fond, du VTT, casser du bois, les choses comme ça. Après, pendant la saison, bah, je travaille les côtes, un peu de gainage de temps en temps, mais c'est vraiment un gros point à travailler. Même si j'ai bien écouté le podcast avec Fred Velouz, pour tout ce qui est renforcement, musculation, ça c'est vraiment un point qu'il faudra faire, mais il faut arriver à le caser aussi dans l'emploi du temps. Donc peut-être faire une plus grosse coupure l'hiver, bosser un peu la muscule, renforcement, tout ça. Mais là vraiment, j'en ai fait très peu, quoi. On parlait des bâtons sur le côté test du matériel. Sur le plan des chaussures, quelle a été ta stratégie? Est-ce que tu pars avec une paire? Est-ce qu'il y a des sacs qui peuvent être déposés à un endroit de la course? Est-ce que tu peux nous expliquer sur le plan de la stratégie, mais là, purement matériel, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut avoir des doublons, un sac un petit peu de rechange qui serait déposé à un point sur le parcours? Bah, en fait, pour la stratégie pour les chaussures, le matériel, on a une assistance qui nous suit de ravitaillement en ravitaillement. Donc, il y a à peu près 6-7 ravitaillements autorisés à l'assistance et autant non autorisés. Donc là, dans ce cas-là, elle amène des chaussures, tout ça. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas d'assistance, la moitié, en fait, à Courmayeur en Italie, il y a possibilité de déposer un sac à l'organisation. Un petit sac où vous pouvez mettre une paire de chaussures, de la nourriture, des vêtements secs. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'avais fait pour l'Italie parce que j'avais personne qui pouvait aller là-bas. Donc étant donné qu'on a pris la pluie tout le long, bah, à Courmayeur, à la pause, là, j'ai changé de chaussettes, j'ai changé de vêtements en entier. Par contre, j'ai gardé les mêmes chaussures. J'avais des Altra Olympus, là, les 275, et vraiment, je suis vraiment bien dedans. Et avec les chaussettes sèches, je voulais pas changer de paire de pompe. Donc je suis reparti avec ça et j'ai pas eu, tu vois, j'ai pas eu d'ampoule de toute la course. Pourtant, j'ai eu les pieds mouillés tout le long, quoi. Donc niveau voilà. Par contre, je me suis changé vraiment souvent, quoi. Quasiment à chaque ravito, je me changeais, t-shirt, manches longues, le kawaii, tout ça, quoi. Et j'ai pas pris froid finalement à part les mains. On a vu des pieds dans des états déplorables de personnes Mmh. qui avaient, je pense, voulu mettre de la crème protectrice, peut-être un petit peu trop, et ça a dû macérer avec l'humidité dans les chaussures. Toi, de ton côté, c'est passé comme une lettre à la poste. Est-ce que tu avais préparé tes pieds? Est-ce qu'on prépare ses pieds à un tel effort avec ces produits, ces recettes de grand-mère magiques qui permettent d'éviter les ampoules? Ben, d'habitude, je prépare jamais mes pieds, mais c'est vrai que la dernière, ouais, il y a un mois et demi avant la course, là, j'avais perdu 2 ou 3 ongles. Je commençais à avoir des ampoules, enfin, c'était pas très beau, donc j'ai dit: «Bon là, ça va être plus long, va falloir faire quelque chose». Et donc j'ai acheté de la noc, hein, de la crème et je me suis mis tous les soirs pendant un mois.
et pour attendre d'irriter la peau, on va dire. Les ongles étaient tombés, donc plus de problème de ce côté-là. Et c'est vrai que ouais, vraiment, c'était efficace, hein. Je vous conseille, bien 3 semaines, un mois avant la course, tous les soirs, un petit peu de crème, et vraiment aucune ampoule, hein. Donc ouais, vraiment les pieds top. Si j'ai quand même perdu un ongle parce que j'ai tapé un rocher avec la fatigue, on va dire en fin de course, 2-3 fois d'affilée. Et bon, bah ça après c'est de ma faute, hein. J'avais qu'à être plus vigilant. Au niveau de la logistique, donc tu le disais, vous êtes parti en famille du côté de Chamonix. Alors, ton épouse et les enfants se sont assurés de l'assistance, sauf du côté de Courmayeur. Comment tu as accueilli ces passages avec les encouragements de tes enfants et de ton épouse? Est-ce que ça requinque un coureur quand on est en plein effort sur une distance aussi longue? Ah ouais, c'est sûr, c'était un gros plus. En fait, à la base, on savait pas s'ils allaient venir sur les ravitaillements, tout ça. Et l'UTMB avait mis en place un. En fait, ils ont eu le droit de prendre la voiture parce que si on a un enfant de moins de 3 ans, on a le droit d'avoir une vignette Mobility et ils peuvent se déplacer sur tous les ravitaillements en voiture avec un accès privilégié. Sans ça, il faut prendre une navette et faire le tour de l'UTMB donc pendant 30 heures. Donc avec des enfants en bas âge, c'est quasiment impossible. Donc du coup, c'était vraiment ouais, ils ont fait 5 ou 6 ravitaillements et à chaque fois que je les voyais, c'était vraiment un gros plus quoi. J'ai bien pris mon temps, même plus de temps que d'habitude où j'ai pas d'assistance parce que là vraiment on a le temps de discuter, c'était un réconfort, bien se changer. J'ai changé de vêtements quasiment à chaque fois donc je suis reparti au sec et ouais, j'ai pas vu la course passer finalement, on l'a partagé ensemble, hein. C'était une famille, ouais. Vous êtes arrivé quand sur Chamonix? Est-ce que tu avais déjà repéré pour arriver suffisamment tôt dans la semaine? Vous avez pris quelques jours de vacances, vous étiez déjà sur place? Ou est-ce que c'est quand même compliqué au vu de l'afflux de coureurs, de l'assistance, de toutes ces personnes qui gravitent autour de l'organisation, de se loger vraiment à proximité du départ de la course? Et ben, dès que j'ai su que c'était bon pour la course, j'ai réservé à Saint-Gervais. C'est ouais, une dizaine de kilomètres de l'UTMB. Parce que Chamonix, c'était hors de prix, donc voilà, je pouvais pas passer tout le budget des vacances juste pour une course pour moi, quoi. Donc, mais on avait trouvé un truc vraiment pas mal. Après, on n'a pas pu prendre la semaine parce que j'étais obligé de travailler les 3-4 jours avant. Donc, j'avais posé le jeudi, vendredi, mais ce qui nous a permis d'y aller, c'est pas très loin de chez nous quand même, 3-4 heures. Et on a fait la veille, on allait se balader même jusqu'au matin, hein, le vendredi matin avant l'UTMB, il faisait super beau. Donc on en a profité pour prendre le téléphérique de Saint-Gervais, faire une petite balade face au Mont Blanc. Et c'est vrai que c'était sympa, loin du village, comme ça, pas de stress. On est quand même allé la veille au soir chercher le dossard et faire un petit tour au village, mais ouais, c'est vrai qu'il y a du monde, mais après peut-être pas. Enfin, je m'attendais encore à pire, donc tu vois, c'est quand même on a réussi quand même à se garer, bon, en faisant 2-3 fois le tour, mais on a pu circuler comme il faut, on a trouvé à manger, enfin vraiment, c'était bon enfant, une belle ambiance. Non, un bon moment, quoi. Tu vois, la prochaine fois, si je refais cette course-là ou une autre épreuve de l'UTMB, je prendrai quand même une semaine en amont pour rester un petit peu plus et en profiter, quoi. Comment tu as vécu ces derniers jours jusqu'à ce que tu aies le dossard entre les mains? On verra après hein, l'avant-course, comment on gère ces derniers instants avant que la musique ne retentisse et vous envoie sur ces chemins autour du Mont Blanc. Mais ces derniers jours, jusqu'à ce que tu puisses avoir le dossard entre les mains, ça se passe comment dans ta tête? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que c'est un mélange de doute et d'excitation? Ouais, non, moi ça allait. Franchement, je suis pas quelqu'un de trop stressé, donc je l'attendais. J'avais très envie d'y aller. Alors c'est vrai qu'on y pense beaucoup, hein, ça omnibule un peu les pensées quand même. Des fois, dès qu'il y a un moment de vague, on pense à ça. Quand je vais courir, je pensais à ça, mais façon positive. Surtout envie d'y être, pas de stress, ouais, vraiment. Même sur les lignes de départ, tu vois, j'ai pas ressenti vraiment de stress, hein. C'était vraiment une grosse envie d'y être. Ce qui était un peu problématique d'ailleurs, parce que tout l'été on pensait à ça, donc je pense qu'il faut pas faire ça tous les ans parce qu'après ça te bouffe la vie, hein, au final, hein. Même si c'est un bon moment, après on pense à ça, on parle que de ça, donc Ton épouse t'a pas dit à un moment c'était donné, bon Vincent, ouais, t'es bien gentil avec ouais. l'UTMB, mais il va falloir passer à autre chose? Mais je savais qu'avec elle, j'en parlais pas trop à la maison, mais après dès que tu croises quelqu'un, bah il te parle de ça, t'en es où de ton Ah, tu te entraînement, tout défoulais à ça, des copains. l'extérieur, en fait, c'est ça. Et voilà, c'est les gens aussi qui en parlent, donc et puis même dans mes pensées, donc voilà, c'était le moment que ça arrive, quoi. Limite, le tirage au sort serait 3 mois, 3-4 mois avant. Alors ça serait un peu tard pour s'entraîner, mais
ce serait pas plus mal, ça passerait plus vite. Est-ce que tu estimes que cette préparation est passée vite, justement? Ouais, non, c'était quand même long, hein. Parce que je l'ai attaqué vraiment très tôt pour être progressif, donc tu vois, ça a mis, comme je disais, de janvier à août, donc 8 mois consacrés rien qu'à ça, c'était très long, quoi. Les préparations, ouais, une préparation marathon ou pour un trail classique passe beaucoup plus vite, quoi. En 2 mois, c'est bon. Là, c'était toute l'année qui était consacrée à ça. Mais c'était une bonne chose parce que ma forme a monté progressivement et tu vois, même sur les distances courtes, j'ai fait deux, trois petites distances de 30 km, j'avais une meilleure forme que les années précédentes alors que j'ai quasiment pas bossé la vitesse. Donc, on peut bien voir que l'endurance débloque un peu la vitesse et toi, au niveau cardiaque, c'était la forme, même encore, hein, maintenant j'ai récupéré, mais je sens que je suis en bonne forme. Donc il y aura peut-être d'autres courses, hein, on en parlera tout à l'heure. Alors, sur cette ligne de départ, à quelques minutes de cette musique traditionnelle donc de Vangelis, hein, qui vous lance sur les chemins, à quoi on pense? Est-ce qu'on a hâte encore plus que la veille où on va retirer son dossard? Et quelles ont été les pensées qui ont traversé ton esprit? Eh ben, déjà, je suis venu bien en amont au départ parce qu'il y avait beaucoup de monde et j'ai bien dû arriver 2 heures, tu vois, plus de 2 heures avant le départ. Et il y avait déjà du monde, donc j'ai réussi à bien me placer. On y était avec un ami qui participait aussi, donc on s'est placé plus le devant. Et puis après, avec David, on a bien discuté et du coup, c'est passé assez vite les 2 heures. Mais c'est vrai que quand bah, le speaker commence à prendre le micro, présente les athlètes élites et que la musique arrive, là, tu te dis, on est vraiment dedans, là, on peut pas faire demi-tour et c'est le moment que j'ai attendu pendant autant de temps, quoi. Là, on y est, hein, c'est vrai, tu vois tous les gens de toutes les nationalités, c'est vraiment ça qui m'a marqué, quoi. Autour de moi, il y avait même pas la moitié de Français, beaucoup de, vraiment de tous les pays et ça, c'est un moment énorme, quoi. T'étais positionné où par rapport à la ligne de départ, par rapport à ces élites justement qu'on voit arriver au fur et à mesure sur la première ligne au niveau des coureurs? Eh ben, en fait, j'avais regardé des vidéos des années précédentes et j'avais vu que ceux qui étaient vraiment dans le milieu à la fin, ils marchaient déjà pendant 5-10 minutes. Donc, je me suis dit, bah là, c'est bête, c'est plat. Là, je vais pas perdre 10 minutes pour rien, même je pars en footing. Donc, je me suis mis bah, juste derrière la ligne des élites 2, quoi. Après, c'était à peu près, j'ai regardé les dossards autour de moi. Les dossards sont à peu près en fonction du niveau. Donc, ça correspondait à mon numéro de dossard. Donc, je me suis dit, bon, bah, il doit en avoir 200 devant moi, à peu près de 300. Donc, c'est à peu près ma place. Et ce qui était le cas, donc je suis parti au début vraiment sur un rythme cool, mais personne m'a doublé et j'ai pas doublé grand monde, hein. C'était régulier, quoi. Et quand la musique retentit, est-ce que tu as eu des frissons, les poils qui se hérissent? Ah, et ben, en fait, j'étais tellement concentré, alors j'ai entendu au début, et puis après, j'étais vraiment concentré devant moi, et que au final, j'ai mis le cerveau en mode pause, et, euh, et non, j'entendais même plus la musique, j'étais vraiment, j'attendais que ça parte pour pas me faire écraser, et par contre, allez, les 10 premières minutes, c'est vraiment une ambiance énorme, parce qu'il y a du public tout le long, quoi. On descend les premiers kilomètres en ville, premier chemin, et c'est vraiment, tu vois, on parle de l'ambiance du Tour de France, mais c'était comme dans les grands cols, hein. On serait cru au Tourmalet, les cols, enfin un truc de fou, hein. Et des cloches, bah, il y avait ma famille qui était là au début, mais impossible de les trouver, eux, ils m'ont vu. Je regardais sur tous les côtés, mais vraiment, l'ambiance du début, c'était quelque chose de, ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. Et sur ces premiers kilomètres à plat, tu pars à quelle allure? Parce que tu te dis, bah, j'ai quand même 170 kilomètres à parcourir. C'est pas de partir la fleur au fusil trop vite, même si tu l'as dit, faut quand même éviter de marcher, peut-être pour s'extraire de ce peloton et avoir derrière un environnement un petit peu plus fluide. Comment tu as géré ces premiers kilomètres? Alors, je voulais surtout pas partir trop vite. Alors, pas spécialement pour la route, parce que là, sur la route, c'est descendant, donc que je cours à 4,30 au kill ou 5, enfin, l'effort sera le même. Donc je m'étais dit, bah, je suis le mouvement et puis on verra. Donc tu vois, c'est pas parti énormément vite, hein. On devait être à 13, 14 à l'heure. Les premiers, eux, devant quand même un peu plus vite, mais voilà. Ça pendant, allez, 5-6 kilomètres. Et par contre, là, une fois qu'on est attaqué les chemins, tu vois, première grosse côte, j'ai marché directement parce que je savais que j'étais capable de la courir, mais après, dans quel état, je me suis dit, si tu cours à la fin de la course au même endroit, cours. Et par contre, si t'es pas capable de courir à la fin de la course à cet endroit-là, bah, c'est même pas la peine d'essayer. Tu marches et puis voilà. Donc je me suis fait un petit peu doubler par moment et puis dans les descentes, ça rattrapait, voilà. Mais vraiment, j'ai fait plutôt un début de course très sage, on va dire. Est-ce que c'est propre à ta personnalité d'être prudent, sage et raisonné? Alors, bah, pas trop en trail, hein, d'habitude, mes défauts, c'est que je pars vraiment plutôt vite à chaque épreuve.
Mais là, mon objectif vraiment était d'aller à l'arrivée, donc là, on peut pas jouer, quoi. Puis j'ai deux copains qui avaient fait la TDS 3 jours avant, et j'avais regardé leur plan de course. Ils ont un meilleur niveau que moi, mais on s'entraîne quand même ensemble. Et toi, ils étaient partis dans les 200 premiers à peu près, et ils ont fini tous les deux dans les 50 premiers. Donc tu vois, j'ai vu qu'en partant loin, on pouvait quand même remonter assez facilement. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et en fait, c'était même pas une remontée. En fait, j'ai essayé de moins perdre de vitesse surtout et d'être régulier avec les abandons et à la fin de course, on double un peu de monde et c'est ce qui s'est passé quoi. C'est peut-être deux questions de novice, Vincent, mais tu as dit que tu avais attendu près de 2 heures avant donc le starter, avant que vous ne débutiez la course. Est-ce qu'il y a des toilettes qui sont à proximité ou est-ce qu'il faut patienter et attendre son tour? Ouais, il y avait des toilettes, hein, pas vraiment pas loin. Du coup, c'était bien pratique, hein. C'est pour ça que je me suis mis pas très loin de cet endroit-là. J'y suis allé 2, 3 fois, mais après, par contre, 1 heure avant, là, tu peux plus bouger, hein, parce que sinon, faut escalader des milliers de coureurs. Donc là, bah, faut se retenir, hein. Mais après, j'avais pas énormément bu juste avant aussi, parce que je sais que j'ai eu déjà plusieurs fois à force de trop boire avant le début d'une course, les premiers kilomètres, t'es un peu ballonné, c'est pas pratique. Donc j'ai bu ce qu'il fallait en amont et 2 heures avant, j'avais vraiment arrêté de boire. Et puis il faisait pas chaud, donc c'était pas un souci, quoi. Et sur la course, pendant ces nombreux kilomètres, il y a moyen également de s'arrêter ou est-ce que parce qu'on est pris dans la course, il n'y a pas forcément ces envies d'aller uriner ou d'avoir des besoins un peu plus importants? Eh ben, si, on peut s'arrêter. Bon, après, vu qu'on est en pleine nature, soit derrière un arbre à l'ancienne, ou alors après, il y a quand même des ravitaillements avec des WC, tout ça, est assez régulier. C'est vraiment bien organisé pour ça, l'UTMB. Donc, celui qui a un souci, il peut attendre un petit peu, mais tous les 10 kilomètres, il y a un endroit pour s'arrêter, donc c'est pas un problème. Ça, c'est vraiment. Enfin, moi, ça m'a pas posé de soucis. Après, quelqu'un qui a des problèmes qui a trop à s'alimenter, mal digéré, tout ça, c'est vrai que là, bon, ça peut être un gros stress, quoi. Le départ étant vers 17h30, 18h, on mange quoi avant un UTMB? Ouais, j'ai mangé comme presque tous les jours, hein, quelque chose de classique. J'ai dû manger poulet riz le midi, tu vois, avec après une petite compote et un peu de pain. Et je crois que non, j'ai même pas fait 4 heures avant la course. Ouais, ça m'a suffi. Après, j'avais bien déjeuné le matin également. J'aime bien le riz au lait avant les courses, donc le matin c'était riz au lait avec un petit café, mais pas trop s'alourdir avant le départ, quoi. C'était juste histoire d'avoir quelque chose dans le ventre, mais je préfère partir un petit peu plus léger et commencer à m'alimenter après au bout d'une heure ou deux. Et voilà, et pas manger juste avant le départ, parce que je sais que je suis assez sensible à ça, faire des hippos réactionnels. Tu vois, le petit 4 heures, 1 heure avant, ou un petit gel juste avant de démarrer, avec moi, ça passe pas, donc je suis parti comme ça, nickel. Sur toute la durée de la course, quels ont été tes aliments réconfort, ce qui t'a donné le carburant pour aller jusqu'au bout? Et ben, j'ai eu la chance d'avoir une bonne aide de la part d'Andros Sport, donc du coup, je leur en remercie. Et ils m'ont équipé en gel, compote, tout ça. Donc, tu vois, j'ai calculé, j'ai dû manger quand même une trentaine de gels sur l'épreuve. Généralement, j'en prenais à peu près un par heure. Ensuite, j'ai attaqué avec les boissons qu'il y avait au ravitaillement de l'UTMB, mais c'était à goût pastèque, donc je me suis assez vite lassé. Donc après, j'ai fait juste eau gazeuse. Sur les ravitaillements, j'avais de la Ceintior, donc j'ai pas eu de crampes, c'était bien pour les selles. Et, euh, et après, un peu de riz au lait, de la semoule, quand ma femme était là, en ravito. Et sinon, j'adore le fromage, donc à chaque ravitaillement, il y avait du bon fromage. En Italie, il y avait du super, des salaisons, quoi, du jambon, un peu de saucisson, tout ça. Donc moi, vraiment, je me suis pas cassé la tête, hein, j'ai pris ce qu'il y avait. Généralement, je peux prendre à peu près tout passe. Donc dès que j'avais une petite envie de salé, bah, du fromage. Si j'avais envie de sucré, bah, j'avais les gels ou les compotes. Et un petit plus au ravito de Champé quand même, si pour les futurs, là, il y a la super tarte aux myrtilles. Je l'avais vu dans une vidéo. Un coureur l'avait dit, oubliez pas la tarte aux myrtilles de Champé. Donc tu vois, j'en ai pris 3 fois. Et ça, c'est un bon aliment réconfortant. Je l'attendais depuis plusieurs heures, tu vois. Et ça, c'était top, quoi. Je suis reparti gonflé à bloc. Bah, rien que ça redonne un petit coup de boost. Pour revenir un petit peu en détail sur ta course, comment tu as vécu les premières heures? Tu l'as dit avec beaucoup d'humidité. Vous aviez les équipements de pluie. Est-ce que c'était conforme à ce que tu avais en tête, à ce à quoi tu t'étais préparé?
Bah, la première partie, on va dire, c'est la nuit, c'est là où on a eu le pire temps, donc beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Ils l'avaient annoncé, mais je pense ils s'attendaient pas à ce qu'il fasse aussi froid peut-être en haut et au niveau de la neige. Mais moi, ça me posait pas un souci parce que j'aime bien ça, donc ça s'est pas trop mal passé jusqu'à ce que je sois obligé de me changer et là que je prenne un peu froid aux mains. Donc cette partie-là, ouais, c'était quand même une partie dure. Moi, c'était le plus dur de la course. Surtout l'onglet, tu vois, là, on est 3 semaines après la course, j'ai encore les bouts des doigts qui picotent et j'ai pas retrouvé la sensibilité de 3-4 doigts. Donc, tu vois, c'était assez fort. Mais par contre, au niveau des conditions, ouais, au moins, là, ça pouvait faire un peu d'écart sur certains coureurs. Toi, moi, en descente, c'est plutôt mon point fort. Donc, dans la neige, là, je descendais quand même pas trop mal. Donc, je me suis bien régalé, toi, aller descendre dans la boue, la neige. C'était un bon moment. Donc là, on va dire la première partie, c'était mauvais temps jusqu'à Courmayeur. Il fallait passer le cap de Courmayeur, tu vois. Une fois qu'on était là-bas, bien changé, une nouvelle course recommencer. Le jour commence à se lever et là, c'est parti pour une belle journée. Et tu t'y étais préparé mentalement en visualisant un petit peu ce chemin. Enfin, je ne sais pas si tu as un roadbook avec toi ou sur le dossard pour savoir vraiment quelle va être la prochaine étape, la prochaine cime. Est-ce que vous avez ce type d'information et tu l'avais peut-être déjà mémorisé pour avoir tout ça dans la tête? Bah, mentalement, oui, j'avais découpé en gros la course en plusieurs étapes, mais connaissant pas les endroits, c'est vrai que quand même ça restait un peu flou, mais je savais qu'il y avait la nuit à passer, enfin déjà la première partie jusqu'à au Contamine, premier gros ravito. Ensuite, à partir de là, on rentrait vraiment dans la montagne technique, donc là, c'était une deuxième partie avec les deux grosses montées qui nous emmenaient en Italie. Et, en, et ensuite, Italie, le jour se levait. Donc là, c'était encore une nouvelle course qui a démarré. Donc mentalement, j'ai fait checkpoint après checkpoint au final. Et j'ai jamais pensé à l'arrivée avant d'y être, quoi. Je savais que si je commençais à penser à l'arrivée et qu'il m'en restait 80, là c'est fini, c'est creuser sa tombe. Donc je me suis jamais dit, je vais à l'arrivée, il me reste tant de kilomètres. Non, je faisais pas après pas. Et puis voilà, on avance. Et une fois que le jour s'est levé, tu le disais, c'est une nouvelle course qui a débuté. C'est là que tu as pris conscience vraiment des beaux paysages parce que de nuit, on voit peut-être un petit peu moins ce qu'il y a autour de soi. Ouais, les beaux paysages. En plus, je pense que c'est la plus belle partie, là, entre Courmayeur et on va dire jusqu'à la Suisse, le grand col ferré. Là, c'était une partie vraiment nature. Très peu même pas du tout de route. Un petit peu de randonneurs, mais quasiment personne. Et là, on est dans la nature, face à soi-même. Le Mont Blanc est sur la gauche, donc il suffisait juste de regarder. En plus, c'était une partie où il faisait vraiment super beau, donc moi j'ai bien apprécié. Et en plus, c'est l'endroit où je me sentais le plus en forme, donc tu vois, tout était fait pour profiter de ce moment. Donc après, je savais que j'étais en forme, donc fallait quand même gérer les moments de forme, pas trop en mettre non plus, parce qu'après, quand on est en forme, il y a toujours une redescente après, donc fallait gérer les coups de bien et les coups de moins bien. Donc cette portion-là, c'est vraiment bien passé pour moi. Le grand col ferré, une grosse côte quand même, assez longue. Je l'ai fait tranquille. Après une belle descente et ensuite c'est là qu'ensuite j'allais rejoindre ma famille au ravitaillement d'après à Trian. Donc là j'ai pu pas Trian, à la Foulie. Donc là c'était un ravitaillement sans assistance, mais ils sont quand même venus m'encourager sur le côté et ça faisait vraiment plaisir de revoir quelqu'un après 7 heures dans la nuit et sans voir de tête connue, quoi. Cette présence de la famille, est-ce que ça galvanise ou est-ce que ça peut derrière perturber un petit peu, toi qui es dans ta bulle, tu l'as dit, hein, depuis de nombreuses heures, comment tu les accueilles, ces ravitaillements et ces encouragements familiaux? Ouais, non, c'était bien, ça permettait de penser à autre chose, tu vois, de mettre la course un peu à côté, de prendre des nouvelles, de discuter et de penser, tu vois, tu les vois et pendant déjà un quart d'heure après les avoir vus, tu repenses à ça. Donc déjà, ça occupe l'esprit une vingtaine de minutes et c'est déjà ça de passer. Donc non, c'était top, quoi. Et après, bah, je savais qu'ils allaient aller au ravitaillement ensuite, donc bah, le prochain objectif, c'était de le relier en meilleure forme possible. Puis le fait aussi de voir de quelqu'un que tu connais, t'es obligé de tenir quand même un minimum. Tu peux pas dire ah non, je suis cuit, je suis fatigué, je traîne les pieds. Faut avoir une certaine, on va dire, enfin moi je prends ça comme ça, d'avoir une certaine prestance et même si des fois c'était dur, je voulais pas spécialement le montrer, quoi. Donc c'est de voilà, c'est de la positivité, on va dire.
c'est ce qui permet d'avancer. Pour cette gestion de la fatigue qui, au fil des kilomètres, s'accumule, il y a la nuit qui a été passée. Et c'était la question d'Eric, un des Patreons qu'on salue, hein, qui souhaitait en savoir un petit peu plus sur cette gestion. Comment tu l'as abordée? Est-ce que tu as fait un petit somme, hein, une petite sieste ou pas du tout pendant ces nombreux kilomètres autour du Mont Blanc? Alors, la fatigue s'est bien passée, vraiment pas de gros coups de mou. Enfin, un petit peu à la fin, mais on y reviendra. Mais non, j'ai pas fait de sieste. J'ai dû me reposer, aller à chaque ravito, allez, on va dire 5 minutes, le temps de se changer, de manger un petit truc. Par contre, j'avais prévu des petites gélules de caféine, donc j'en ai pas pris la première nuit parce que je m'estimais assez en forme. Et après, arrivé en Suisse, ouais, je commençais un petit peu, ouais, pas à somnoler, mais à être un peu moins vif. Donc là, j'en ai pris une tous les 3 4 heures et ça m'a permis d'être plutôt et bien éveillé. Et puis j'ai pris c'est la boisson qui donne des ailes, quoi, 2 Red Bull. Alors c'est pas le top, hein, les nutritionnistes vont pas trop aimer ça, mais moi je réagis bien à ça. Et le café, là j'avais pas de café sous la main, donc j'ai bu 2 Red Bull dans la journée et finalement aucune fatigue, pas envie de dormir. Et il y a juste la dernière côte vraiment qui reliait Chamonix, là, la Flégère, là où j'ai commencé à un peu être fatigué, mais il était 11 heures du soir. La course était faite, quoi. Et au niveau de cette fatigue, les trailers en parlent souvent. Est-ce que tu as connu des hallucinations, des petits gnomes qui courent sur le côté, des troncs d'arbres qui se mettent à te parler? Est-ce que ça, c'est des choses qui ne sont pas finalement que des rumeurs et des on-dit? Ça existe vraiment? Est-ce que tu l'as vécu? Bah oui, oui, je l'ai vécu. Alors du coup, vu que c'était la fin le dernier ravitaillement, je me suis dit, allez, j'allège un peu mes poches, donc j'ai posé les derniers gels, tout ça. Et en fait, j'ai pas pris assez de trucs pour la dernière partie. Je pensais que ça allait faire, il restait 15 kilomètres et aller 1000 mètres de dénivelé, donc je me suis dit, allez, en 3 heures, c'est plié, voire un peu moins. Sauf que finalement, c'était le plus technique. Donc finalement, j'y suis resté plus de 3 heures, bien 3h30. Et j'ai mis un moment et la nuit commençait à tomber. C'est vrai que là, j'ai vu des trucs bizarres. Dans une montée, en fait, je croyais qu'il y avait une famille qui allait m'encourager. Donc je commençais limite à tendre la main. Et je me suis rendu compte que c'était un tronc d'arbre qui était juste devant moi avec de la mousse. Donc j'ai dit, bon, bah allez, c'est bon. Là, arrête. Et j'ai eu un autre truc bizarre dans un ruisseau. Mais un petit peu avant ça, là, il faisait jour. Et je regarde un ruisseau parce que je suis pêcheur. J'adore la pêche. Et j'ai cru voir une énorme truite dans le ruisseau, mais c'était pas du tout une truite. Donc voilà, j'ai vu des trucs un peu bizarres. Un chevreuil aussi qui traversait, mais après au dernier moment, non, c'était rien du tout. On voit des petites choses, mais euh, mais ça va, il suffit de se reconcentrer. Par contre, l'attention, ouais, c'est vrai que au niveau il y avait des grosses pierres, des cailloux, et on a vite fait de trébucher on va pas vite, on marche et en descente, on doit être à 8 ou 10 kilomètres heure, mais la chute est vraiment facile. En termes de stratégie, justement, tu dis on marche, on court lentement. C'était combien en termes de pourcentage, si tu peux l'estimer, hein, de marche et de course? On est sur de la rando-course, il y a des passages où tu te dis ça va être un petit peu plus roulant, je tente la foulée, d'autres où tu te dis vaut mieux marcher plutôt que de s'essouffler et de faire monter le cardio, parce qu'on en avait discuté un petit peu, hein, sur l'avant-course, que tu te sentais bien, que tu avais testé, que le cardio finalement ne montait pas. Est-ce que ça s'est avéré vrai sur l'ensemble de la course, cette gestion au niveau du rythme cardiaque sans taper trop dans tes réserves? Bah oui, le rythme cardiaque, c'est vraiment pas le facteur limitant, je pense, pour ma part, en ultra. J'ai jamais dû monter à plus de, ouais, de 150 pulsations pour un max à 190, mais j'ai dû faire en moyenne 120 ou 130 sur la globalité de la course. Et les côtes, en gros, dès que ça dépassait environ 10%, je marchais dans tous les cas. Et en fin de course, même avant, hein, au final, dès que ça commençait à monter en fin de course, c'est vrai que c'était de la marche rapide. Je pense que j'aurais pu courir un peu plus, plus me forcer, mais j'avais tellement peur de pas voir l'arrivée, enfin de me cramer ou déclencher une crampe ou autre, qu'au final, il y a beaucoup de faux plats que j'ai marché, mais je pense que j'étais capable de les courir. Après, ça m'a permis d'arriver pas trop mal, mais c'est un point à travailler. Je pense c'est là que la différence se fait vraiment avec les meilleurs. Les meilleurs, dès que ça monte, ils marchent aussi. Ils marchent plus vite, mais ils marchent. Par contre, tous les faux plats, eux, ils se posent pas de questions, ils trottinent à 10 à l'heure. Et ils vont monter 10-12 tous les faux plats, alors que nous, on va marcher, et là, il y a une grosse différence. Par contre, pour les descentes, ouais, descente, je courais sur une sortie longue, en endurance. Et les plats, pareil. Les plats, j'arrivais à pas mal courir, donc tu vois, dès que c'était plat, sur un chemin facile, on courait à 12 à l'heure, quoi, à peu près. Les descentes, à peu près pareil. C'est vraiment les montées et les faux plats où j'ai du boulot à faire, hop, pour progresser, quoi. Vincent, depuis le début de l'épisode,
On a l'impression que cette UTMB s'est passée de façon assez, assez normale, assez naturelle, sans qu'il n'y ait de difficultés. Est-ce que tu as quand même rencontré quelques passages difficiles? Si oui, et c'était la question de Pierre, comment mentalement tu as réussi à les surmonter? Quels ont été les leviers sur lesquels tu as appuyé pour passer à travers ces mauvaises passes? Et c'est vrai que ça s'est vraiment très bien passé, donc du coup, maintenant, avec du recul, j'ai pas eu vraiment de passage difficile. C'était long sur la globalité, mais il y a aucun endroit où je me suis dit: «Je vais abandonner, c'est trop dur», tout ça, quoi. Je savais que l'abandon était possible, hein, une entorse, une blessure, bah, voilà, tu pas le choix, hein, faut s'arrêter, mais sinon, physiquement, j'étais quand même sur un rythme cool toute la course, donc moi, mon but, c'était vraiment d'arriver au bout en découverte. Et donc, non, non, j'ai eu des passages un petit peu plus durs, ouais, des petits coups de bambou, il fallait ou des légères hypoglycémies ou autres, mais après ça, il manger, ralentir un petit peu le rythme et puis ça revenait direct, hein, donc mentalement, non, surtout, j'ai pas pensé à l'arrivée. Je pensais, étape par étape, essayer de vider mon esprit quand c'était un petit peu dur et ça défilait tout seul, quoi. Regarder le paysage, voilà. Il y a un truc que je t'ai pas dit aussi, c'est par contre dans la deuxième grosse côte dans la nuit, j'ai eu un trou de mémoire avec la tempête et j'ai oublié complètement la montée du col de la Seigne, tu vois. Je sais pas si c'est mon cerveau qui s'est mis en mode hibernation, survie ou autre. Et en fait, après la course, j'ai regardé une vidéo d'un coureur qui avait couru juste après moi. Et impossible de reconnaître cette partie-là. Et quand j'ai essayé de regarder sur Strava, j'ai un trou de 2 heures, tu vois. Donc je sais pas si c'est l'hypothermie, le coup de froid ou autre. Donc peut-être une portion qui devait être dure pour moi. Parce que quand tu regardes sur les stats, je me suis fait doubler par une dizaine de personnes à cet endroit-là, donc j'ai pas fait une super montée. Mais j'en ai aucun souvenir, donc peut-être cette portion-là était dure. Mon esprit a dit, je me mets en pause et puis on verra quand ça ira mieux, quoi. Au fil des kilomètres, puisque j'ai suivi et toute la communauté des Patreons était derrière toi pour t'encourager sur toute cette épreuve, on a vu ton classement descendre, descendre, descendre vers le top 200, 180, 170 et on verra jusqu'où tu es descendu. Est-ce que tu as été informé de ce classement à chaque passage, à chaque balise où vous deviez justement faire contrôler votre dossard pour attester que vous étiez bien passé? Ou est-ce que tu avais absolument aucune idée de ce classement et de cette course que tu étais en train de réaliser? Non, le classement, je savais pas vraiment. Après, je savais que j'étais entre, allez, 300e, 200e, voilà, mais c'était vraiment pas quelque chose que j'ai regardé. Et vers la fin, là, je crois que ça doit être au dernier ravitaillement, j'ai demandé à Noémie, ma femme, «Est-ce que tu sais combien je suis à peu près?» pour me donner un ordre d'idée. Elle me dit: «Tu dois être dans les 200 premiers. Tout à l'heure, je crois que tu étais 150 ou voilà, 160e», donc j'ai dit: «Ah bah, c'est pas mal, ça serait bien que j'avance un peu plus», mais bon, tu sais, plus ça va sur la distance, plus après les écarts, ils se creusent et puis je pouvais pas vraiment accélérer, donc j'ai dit: «Bon, bah, je vais rester au même rythme à peu près et puis on va voir, hein». Il y en a des fois qui craquent ou autre. Tu vois, je me suis fait doubler par une personne, je crois, sur l'arrivée, sur la dernière ligne droite et la dernière descente. Par contre, j'ai dû en doubler 5-6 dans la dernière montée, donc au final, ouais, c'est vrai que j'ai remonté toute la course. C'était, ouais, c'était une belle satisfaction à la fin, donc d'avoir géré ça comme ça. C'est vrai que je préfère être parti un peu tranquille et être remonté que l'inverse, parce que tu le vis encore moins bien, quoi. Est-ce que tu as eu des compagnons d'aventure sur de nombreuses heures, sur des montées difficiles? Vous pouvez vous encourager, vous entraider? Ou est-ce que chacun est vraiment dans son truc, avec peut-être parfois la barrière de la langue, hein? Tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger pour participer à ces courses label UTMB. Ouais, c'est vrai que c'est dur de trouver le même rythme que quelqu'un. Donc il y avait des groupes de coureurs où on se retrouvait souvent au ravitaillement, mais certains étaient meilleurs en montée, d'autres en descente. Donc on s'est suivi un peu la course, mais on n'a pas couru des longs moments ensemble. Par contre, j'ai couru, ouais, le début de course avec un ami. Après, milieu de course, j'ai retrouvé une autre connaissance. On a fait deux, trois montées ensemble. Et il y a un autre coureur aussi, tu vois, on parlait de nationalité d'étranger, un coureur qui me doublait dans les descentes, qui descendait vraiment très fort. Les montées, c'était un peu moins bien. Du coup, je lui ai demandé: «Tu es de quel pays?» en anglais. Et il me dit: «Je suis du Kazakhstan». Tu vois, il avait un drapeau, je crois que c'était ça, Kazakhstan, ouais. Un drapeau bleu avec un soleil au milieu. Ouais, je connaissais pas cette nationalité-là. Donc, tu vois, les gens viennent de partout. Il y a eu des Néo-Zélandais, j'ai couru pas mal avec deux jeunes Néo-Zélandais.
tu vois, qui venaient, ça fait sacrément loin là pour venir courir à Chamonix. Ils se sont qualifiés sûrement en Australie ou chez eux. Et voilà, donc ça a permis de découvrir vraiment des gens un peu de partout, beaucoup d'asiatiques aussi. Une communauté, je pensais pas qu'ils aimaient autant le trail que ça, et j'en ai croisé partout. Donc c'était cool. Moi, ça m'a bien plu. Sur les ravitaillements, quelle est la force des bénévoles? Est-ce qu'ils sont vraiment là pour vous encourager, pour vous rebooster, surtout sur des ravitaux où la famille n'est pas présente? Ah oui, oui, ils viennent bien nous aider, tu vois. J'ai une anecdote à Courmayeur. Donc, à Courmayeur, tu as un ravitaillement pour les gens avec assistance, et une autre partie, les gens sans assistance. Donc, moi, j'étais à l'endroit sans assistance. Et là, il y a une bénévole qui vient vers moi, elle me dit, est-ce que tu veux que je te remplisse tes flasques? Tu as besoin de quelque chose? Je lui dis, bah, oui, je veux bien de l'eau, comme ça me gagnera un peu de temps. Tu vois, elle est venue, elle m'a pris ma flasque. Et là, il y a un directeur de course qui est venu, il a dit, non, non, là, il n'y a pas de droit à l'assistance. Mais elle dit, mais si, je suis bénévole, moi. C'est juste pour aider. Alors, il a dit, bon, bah, ok, en tant que bénévole, tu peux l'aider. À cet endroit-là. Donc, tu vois, ils hésitent pas à remplir les flasques, à amener un petit truc à manger si on le veut, et surtout à encourager les gens, quoi. C'est aussi bien les bénévoles que je pense le pire, ça devait être les gens qui étaient en plein milieu de la montagne pour indiquer le chemin, quoi. Parce que là, ils ont pas passé un moment très agréable. Au ravitaillement, fouillette, mais c'est quand même sympa, il y a de l'ambiance, tout ça. Mais à 2500 mètres d'altitude, au col de la Seigne, je pense que là, ils préféreraient être dans leur lit un samedi soir à 23h, tu vois. Donc tu as un balisage qui est sur le terrain. Est-ce que sur ta montre, au niveau GPS, tu avais la trace qui t'indiquait par où il fallait que tu passes, même si c'est peut-être pas si simple que ça d'utiliser la montre quand on est en pleine nuit ou avec une carte qui est vraiment toute petite? Ouais, donc il y a des balisages fluorescents la nuit, et après il y avait possibilité de mettre la trace sur la montre. Après, ce qu'il y a, c'est que je savais pas si j'allais tenir assez en batterie au niveau de la montre. J'avais une autonomie entre 30 et 35 heures sans la carte. Avec la carte, je sais que ça diminuait l'autonomie, donc j'ai pas pris de risque, je l'ai pas mis. Après, je savais que c'était une organisation hyper fiable, beaucoup de coureurs, donc pour se perdre vraiment, je pense c'est peut-être possible, mais vraiment ce serait pas de chance. Donc, puis je vois vraiment, il y a aucun endroit, à aucun moment où j'ai le doute de louper le tracé. Donc c'est vraiment hyper bien fléché, une organisation vraiment carrée, quoi. Alors nous, on attendait quelques petites photos des différents paysages que tu avais à parcourir. Est-ce que tu avais un téléphone? Est-ce que tu as pu toi-même, là, pour ta propre personne, capter quelques paysages, quelques environnements qui sont, je pense, magiques dans toute cette course que tu as pu parcourir? Et ben, c'était prévu, mais avec le temps, le portable, en fait, il était au fond du sac, dans un sachet plastique, et, euh, et j'avais les doigts gelés quand même toute la course. Donc même après, quand ça avait dégelé, je pouvais pas trop me servir de mes doigts. Et au final, j'ai sorti mon portable, tu vois, après le dernier ravitaillement, il y avait un plat où j'étais un peu cuit. Donc là, j'ai marché, j'ai regardé mon portable. Donc ça faisait déjà 26 heures de course, et j'ai vu que j'avais eu plein d'encouragements. J'ai juste fait un WhatsApp à une bande de copains qui m'avaient encouragé, tu vois, mais je l'ai vite reposé dedans, et après je me suis reconcentré sur la course parce que je l'ai pas sorti, tu vois. Je m'étais dit, autant la course de préparation à l'Alpe d'Huez, j'avais eu un peu de temps, j'avais mis deux trois photos dans les longues montées, et puis il faisait beau, donc c'était possible. Mais là, non, vraiment, c'était un coup à tomber ou à le perdre ou tout ça. Mais par contre, je le garde en mémoire, quoi. Sauf la partie du col de la Seigne, je m'en souviens plus, mais tout le reste, c'est vrai, ça restera gravé pendant un moment, quoi. Et c'est peut-être pas fini, peut-être que j'y retournerai un jour. Alors ça, tu nous le diras tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura un autre UTMB? Quand arrivent les derniers mètres, quand arrivent les portions bitumées qui sont de retour aux abords du centre-ville de Chamonix, à quoi tu penses? Là, tu te dis c'est bon, je vais quand même aller jusqu'au bout. Il y a quand même beaucoup moins de risques que je ne vois pas l'arche d'arrivée. Et ben, en fait, j'ai pensé à deux choses. Donc, déjà, mes enfants, je leur avais dit, bah, si vous êtes pas couchés, je vais essayer d'arriver à 23. En fait, mon but, c'était d'arriver avant minuit, tu vois, parce que je savais qu'ils allaient rester peut-être avant minuit, et aussi parce qu'il y avait une navette pour me ramener à l'appartement entre 23h et minuit. Par contre, si j'arrivais après minuit, plus de navette, ça voulait dire qu'il fallait que je reste toute la nuit à Chamonix sans personne. Bah, tu m'as dit qu'il y avait 10 kilomètres seulement pour aller jusqu'à l'appartement. Quand on en a fait Ouais. 170, on n'est plus à une dizaine près. Ça pourrait, ouais, éventuellement. Mais donc voilà, dernière descente, bah, j'espérais que mes enfants soient là, et je leur avais dit, bah, ça se trouve, tu pourras venir courir Arthur avec moi, Elise aussi, la petite. Et donc j'espérais ça. Et dans la dernière descente, j'étais plutôt cool, et là je me retourne, je vois une frontale au loin qui me rattrape. Je fais, oh, punaise, je veux finir tranquille, j'ai pas envie de faire un sprint pour la 200e place, ça serait bête, ou 150, enfin bref. Donc finalement, j'ai fait la dernière descente à fond.
Et en fait, derrière moi, c'était comment il s'appelle, le youtubeur Clem qui court. Je sais pas si tu vois qui c'est. Et on s'est croisés sur pas mal de ravitaux et je savais qu'il remontait un peu. Donc je me suis dit, bah, ça doit être lui qui doit être derrière moi. Effectivement, c'était lui parce qu'arrivé dans Chamonix, tout le monde devait l'attendre. Il y avait un monde pas possible. Et là, j'ai eu une super ambiance, quoi. Je suis passé devant les chalets, tous les chalets, les bars, les restos, tout le monde sortait de resto. Il y avait un monde pas possible. Et j'ai eu une deuxième ambiance terrible. Donc j'ai fini aussi vite que je pouvais. Bon, c'était pas très vite non plus, mais j'ai tout donné. Et là, la dernière ligne droite d'arrivée, là, c'est là que j'ai vu mes petits qui m'ont rejoint et j'ai pu finir avec eux assez tranquille. J'avais repris un peu d'avance et profiter de cette dernière ligne droite. Et je pense que ça, c'est un moment qui sera gravé longtemps dans ma mémoire et même pour eux parce que ça, c'est une chose qu'on vit pas souvent, quoi. Donc ça, c'est des souvenirs qui sont gravés dans le livre des souvenirs de ta famille et dans ton esprit. Ils autorisent donc les enfants à parcourir ces derniers mètres ou les proches à venir sur le tapis rouge de cette ligne d'arrivée. Voilà, il y a un bénévole en fait qui se tient vers une barrière et on peut demander. Et là, une fois que notre temps estimé en fait, il y a un pointage un peu avant, 500 mètres avant, donc elle savait que j'arrivais. Et ma femme a laissé les enfants à l'entrée et ils ont pu finir avec moi. D'ailleurs, la petite a fait un sprint pas possible à 3 ans, tu vois, et j'avais du mal à arriver à la suivre jusqu'à la dernière ligne droite, donc c'était top, ouais. Alors, ces émotions, ces pensées qui te traversent, est-ce que tu en as ou est-ce que c'est la satisfaction d'être arrivé, les enfants à tes côtés, ton épouse pas très très loin? À quoi on pense quand on a bouclé ce tour du Mont Blanc? Ouais, c'est une grosse satisfaction et après un moment de bonheur, c'est vrai. Après, je suis pas quelqu'un de très émotif non plus. Je vais pas. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui s'effondrent à l'arrivée. Vraiment, c'est un but ultime. Moi, je remets les choses quand même. C'est que du sport, donc c'est un super moment. J'en ai profité en famille. C'était top. Mais après voilà, je vais pas pleurer ni rien à l'arrivée. Mais c'est un moment vraiment. Toi, j'y pense souvent, tu vois. Et je pense sur des futurs cours, sur des préparations ou autre, c'est quelque chose que je pourrais me resservir mentalement. Trouver des points positifs, des choses, des belles images. Et, euh, et c'est vrai que quand même, là, c'est arrivé avec autant de monde, tout ça, c'est quelque chose d'énorme. Je comprends que des gens soient marqués à vie et avec la musique et tout, c'est vrai que c'est quelque chose, ouais. Dans les heures qui ont suivi, une bonne douche, je pense déjà pour commencer, un bon ravito, mais est-ce que tu as réussi à trouver le sommeil sur cette fin de nuit? Parce que tu es arrivé entre 23 heures et minuit. Comment ça s'est passé sur ces quelques heures sur l'après-course? Ouais, c'était très dur. En fait, je suis arrivé plutôt frais, donc ça allait, j'ai pu marcher nickel. Après, je me suis arrêté au ravitaillement, il y avait un petit ravitaillement après l'arrivée pour manger et donner le cadeau finisher. On s'est assis, puis là, j'ai un petit peu mangé. Et au moment de me relever, tu vois, 15 minutes après, là, truc de fou, les jambes bloquées. Et puis, il faisait super froid, donc il devait faire 3, 4 degrés, enfin, ouais, 5 degrés, ça caillait vraiment. Donc là, compliqué d'aller jusqu'à la voiture en marchant. Bon, ça s'est fait, hein. Mais tu sais ce que c'est, l'arrivée d'un marathon dans les escaliers en marche arrière. Bah, c'était un peu ça. Et surtout pour retourner à l'hôtel ou enfin à la chambre qu'on avait louée, il y avait quand même pas mal de marches d'escalier et on était loin de la voiture. Je peux te dire que c'était compliqué. Les 2, 3 premières nuits après la course aussi très très compliqué. Toi, première nuit, j'ai dû dormir 2 heures parce que impossible de se concentrer. J'avais mal dans les jambes, de se tourner, tout ça. Un coup chaud, un coup froid, un coup faim. Enfin, la nuit pas top. La deuxième nuit. Pareil, j'ai dû dormir 3, 4 heures et il fallait reprendre le boulot direct après, donc j'étais pas le plus productif au boulot le lundi matin, mais j'étais présent, donc et puis ça a permis après de penser à autre chose et voilà, la récup a été quand même assez dure, quoi. Pendant 4, 5 jours, j'ai eu les jambes vraiment dures. Je crois que c'est la première fois que j'ai mal aux jambes aussi longtemps. Après, c'est normal, j'ai jamais couru aussi longtemps de ma vie, donc je pense que ça se mérite, mais et puis on le paye quand même après, hein, un petit peu. Quel a été l'accueil de tes proches, des personnes qui t'ont soutenu pendant toute cette préparation, tes copains de l'association, ton groupe d'entraînement? Est-ce qu'ils étaient fiers de toi? Quel a été finalement l'accueil? Et j'ai eu beaucoup de retours. Je pensais pas que ça allait. Je savais que c'était une course vraiment réputée, que tout le monde dans le milieu du trail la suivait, mais quand même, j'ai eu vraiment des retours de beaucoup de monde que je voyais pas depuis longtemps, et qui s'intéressait un petit peu à la course à pied, mais que j'avais perdu de vue et qui m'avait suivi comme ça, parce que sur les réseaux, j'avais quand même mis un lien pour nous suivre. Et c'est vrai que c'est hyper bien fait
sur les courses comme ça, parce qu'il y a le live try, il y a les photos, il y a les petites vidéos qu'on peut voir à chaque ravitaillement. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de monde qui m'ont suivi. Et toute la semaine, j'ai eu des encouragements, des gens qui m'ont appelé. C'est vrai que je pensais pas que j'allais avoir autant de retombées sur cette course, ouais. Et du coup, c'est vrai que j'aurais dû raconter l'histoire des dizaines de fois à mes collègues, mes proches et tout ça. Et puis ça permettait de repenser au bon moment de cette épreuve-là, ouais. Ouais, des bons retours. Vincent, on est quelques semaines après cette UTMB, on est le 25 aujourd'hui. Avec un peu de recul, est-ce que tu ressens aujourd'hui un vide? Puisque là, on n'est plus dans une phase d'entraînement intense, il n'y a plus cet objectif devant toi. Dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu as repris le footing, un petit peu les entraînements? Comment ça s'est passé là sur ces quelques semaines depuis le passage de cette ligne d'arrivée? Et ben, j'ai laissé une semaine vraiment sans sport pour passer à autre chose. J'ai fêté mon anniversaire aussi en famille le week-end. Ça fait du bien de décompresser après la course. Et j'ai repris après par des petits footings les deux, trois semaines ensuite, et avec des sorties un petit peu plus longues. J'ai pas vraiment ressenti de vide, mais c'est vrai que la semaine qui suivait la course, j'ai regardé à peu près tous les endroits pour toutes les courses UTMB pour me qualifier l'année prochaine ou l'année d'après. J'avais vraiment envie de le refaire. Après, maintenant, ça m'est un peu passé, j'ai quand même envie de le faire, mais l'adrénaline est redescendue. Et mais après, à bien réfléchir, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les ans, donc si je veux le refaire, ça sera pas avant 2, 3 ans. Il faut déjà se qualifier, marquer des points. Je pense maintenant beaucoup de monde ont déjà des running stones, donc il faudra faire au moins 3 épreuves. Donc c'est quelque chose qui se fera dans 3 ans. Donc d'ici là, il faudra faire trouver d'autres petits objectifs, d'autres épreuves par-ci par-là. Et puis il y a pas que la course à pied. On peut faire, tu vois, on va partir en vacances au fin octobre, début novembre, donc ça permettra de faire la coupure annuelle et de profiter en famille. Aujourd'hui, si tu devais donner quelques conseils à des auditeurs qui, comme toi, souhaiteraient se lancer dans une telle aventure, un tel défi, alors peut-être moindre, hein, mais sur des trails qui sont quand même aujourd'hui longue distance, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, comme astuce pour bien gérer, comme tu l'as bien géré, hein, toute cette préparation, toute cette avant-course et la réalisation avec la course en elle-même? Ah, je pense il faut déjà pas oublier que bah, si c'est pour l'ultra trail, il y a beaucoup de marches en fait sur l'ultra trail, et pas hésiter à beaucoup marcher à l'entraînement, surtout sur les 2, 3 derniers mois. Parce qu'on a tendance à beaucoup courir, à courir trop vite, et sur les footings de préparation, tout ça, et au final, la plupart des coureurs savent pas trop marcher au final. Donc déjà, pas hésiter à faire des longues randonnées en montagne si le temps leur permet, s'ils ont le temps et s'ils habitent à côté d'une montagne, bien sûr. Et après, deuxième truc, c'est bosser les descentes, c'est clair. Des descentes, beaucoup de gens, après, ils avaient plus de jambes, ils marchaient, et là, il y a beaucoup de temps à gagner. Deuxième chose, les descentes. Et troisième truc, même peut-être le plus important, s'il y en a des mauvaises conditions météo, bien savoir utiliser son matériel par tous les temps. Donc, ça dépend d'où on habite. Si quelqu'un qui habite dans les Alpes ou dans une montagne, encore en Auvergne comme nous, on est bien habitué à la pluie. Quelqu'un qui va habiter du côté d'Orléans, bon, je dis pas qu'il n'y a pas de pluie, mais Mais il n'y a pas de bien côte par savoir contre. l'utiliser. Voilà, il n'y a pas de côte. Bien savoir utiliser son matériel en montagne, donc ça va nécessiter de faire bah, des week-ends en montagne sur le lieu de la course ou plus proche de chez eux, quoi. Ça, c'est très important, ouais. Mais après, tout le monde peut le faire, ouais. Est-ce qu'il y a, Vincent, d'autres courses aujourd'hui qui t'attireraient? Pas forcément l'UTMB, même si tu as dit que tu te laissais 2, 3 années pour pouvoir y revenir, mais des formats longue distance que tu aimerais parcourir. Et est-ce qu'aller au-delà, ce serait raisonnable, selon toi? Non, moi je pense pas aller au-delà, ou alors pas en compétition. Pourquoi pas sur je sais pas, une traversée pour un défi personnel et sans objectif de chrono. Dans ce cas-là, pourquoi pas courir 300 kilomètres pour traverser une région ou autre en plusieurs jours. Ça, d'accord. Mais en compétition, non, ça m'intéresse pas. Et les défis, j'aimerais bien refaire un marathon quand même avant d'être trop vieux. J'ai déjà 40 ans, donc je commence à voilà, donc pour améliorer mon temps. Donc bah, rien à voir avec le trail, mais refaire un marathon dans les deux prochaines années avec une bonne préparation. Et sur les courses après, plutôt trail, ça serait plutôt une histoire de budget. C'est vrai que la Diagonale des Fous, ça fait rêver. Mais par contre, le budget et la préparation, c'est encore autre chose que l'UTMB. Donc là, on verra dans le futur, dans plusieurs années, si j'arrive à mettre autant de sous de côté. Mais
pas pour l'instant. Donc après, les trails qui m'intéresseraient, bah, finalement, il n'y en a pas vraiment. Hein. Tu vois, j'adore les trails autour de chez nous. Pourquoi pas retourner dans les Alpes, comme celui que j'ai fait à l'Alpe d'Huez, qui était top. Et le marathon du Mont Blanc, sur un plus petit format qui a l'air bien nerveux, dynamique, avec des beaux paysages. En tout cas, tu n'étais pas déçu de ce qui t'avait été vendu comme un des plus beaux trails en région alpine, ou est-ce que tu penses, comme tu le disais, du côté de l'Alpe d'Huez, pouvoir en trouver d'autres qui offrent de beaux panoramas avec peut-être autant de technicité, voire plus? Ah oui, je pense que de toute façon, c'est des régions, des massifs qui sont magnifiques. Donc, dans chaque course, chaque épreuve a quelque chose à montrer. Donc, là, en fait, l'UTMB, c'était surtout le massif du Mont Blanc qui est magnifique, mais après aussi l'adversité qui est intéressante et la qualité de l'organisation. Tout est réuni, donc c'est une épreuve vraiment bien à faire, tu vois. Après, il y a plein d'autres endroits, je connais pas encore assez, mais dans les Pyrénées aussi, il doit y avoir des massifs magnifiques. Après, sur des courses si longues, le problème c'est qu'on fait une nuit déjà, une nuit en montagne, donc on loupe pas mal de paysages. Donc pourquoi pas trouver une course, tu vois, par étapes, sur 3 jours, qui se déroulerait la journée, pour voir admirer la plupart des massifs. Et sur des formats, je sais pas, de 50-60 km, sur 3-4 jours, ça serait pas mal. Je crois qu'il y a une épreuve comme ça aux Deux Alpes, et ça pourrait se jumeler aussi avec des vacances, donc tu vois, il y a des choses comme ça intéressantes. Alors Vincent, je vais te poser la traditionnelle dernière question du podcast, parce que là, sur ces 8 derniers mois, tu as passé quand même pas mal de temps dans tes chaussures. Qu'est-ce que tu aimes faire, et tu en as déjà un petit peu parlé, quand tu es à côté de tes pompes et quand il n'y a pas d'activité sportive au programme de ta journée? Eh ben ouais, tout à l'heure, je crois que j'en ai un petit peu parlé. J'adore aller aux champignons, ou être dans la nature, donc ça peut être tu vois, une matinée à la pêche et ramasser quelques cèpes autour de l'étang dans les bois. Tu vois, ça, c'est un moment que j'adore. Ouais. J'ai pas eu trop le temps d'aller à la pêche ces derniers temps, mais pourquoi pas dans l'automne. Alors, si les auditeurs qui voudraient se lancer dans un défi comme tu l'as réalisé, en montrant que c'est possible, malgré que tu sois papa, que tu sois actif, ça nécessitait quand même beaucoup d'organisation et de sacrifices. S'ils veulent te contacter, comment on peut venir prendre quelques informations? Oui, ils peuvent me contacter sans problème, bah, avec mon nom, hein, Vincent Charbonnier sur Instagram ou Facebook. Je leur donnerai pas mal de conseils, il y a pas de souci. Et il faut pas hésiter, ouais, faut pas hésiter, hein. S'ils ont des petites questions d'organisation, des petites techniques, je suis prêt à leur donner n'importe quelle technique que j'ai utilisée pour préparer cette épreuve. Faut être bien organisé, voilà. Eh bien Vincent, moi je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour nous faire part de cette belle course, et encore une fois, nous t'adressons, moi et les Patreons, toutes nos félicitations pour ce défi accompli autour de l'UTMB, et puis félicitations également à tes enfants et ton épouse pour le suivi et l'assistance sur l'ensemble de la course. Eh ben, merci Seb pour ces encouragements et ce suivi et le bonjour à tous les Patreons et tous les auditeurs. À bientôt. Et donc, chers auditeurs, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, c'était le parcours de Vincent, donc je vous souhaite à nouveau une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Cet épisode avec invité sur le podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas, sur les différentes plateformes, à venir échanger, à entamer la conversation. C'est un réel plaisir pour moi que de prolonger ces discussions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.